Ravi de vous retrouver, amis téléspectateurs, à l'heure du magazine Archiculture. Nous partons pour 15 minutes de découverte des problématiques urbaines. D'abord, nous allons aborder la question de l'occupation de l'espace public. Cette situation, qui fait peut-être le bonheur des autres, fait plus de mal que du bien, car impactant le bien-être de tous. Découvrez plus dans ce reportage. Lieux ouverts à tous, garantissant une égalité d'accès aux ressources urbaines, les espaces publics existent pour répondre aux besoins socio-économiques, culturels et environnementaux. Leur rôle est crucial dans les zones urbaines, notamment en assurant l'inclusion, la mobilité urbaine et l'amélioration du bien-être des populations. Il s'agit précisément des espaces non bâtis qui sont destinés à des usages publics. Donc c'est des espaces ouverts par opposition aux espaces privés qui sont de façon générale des espaces fermés. Et là, vous avez les rues, les boulevards, les places publiques, les jardins publics. Vous avez parfois aussi les réserves foncières qui sont prévues dans le cadre de l'évolution future de la ville pour des équipements futurs. Cependant, on assiste aujourd'hui à une occupation anarchique de ces espaces publics, rendant la vie urbaine plus complexe et la mobilité de plus en plus difficile. Les impacts de cette occupation anarchique des espaces publics dans les villes nigériennes se ressentent à tous les niveaux. Dans un des quartiers de la ville de Niamey, des installations avaient été faites sur des caniveaux. Et cela était un véritable souci puisque avec les fortes précipitations qu'on a eues, l'eau n'arrivait pas à être évacuée. Il suffit d'aller souvent au niveau de certains marchés, vous avez du mal à pouvoir passer. Et même parfois pour les sapeurs-pompiers, pour leur intervention, c'est parfois des problèmes. Et du coup, l'hygiène, l'assainissement, c'est des problèmes qu'on n'arrive pas aussi à prendre véritablement en charge du fait qu'il y a des installations anarchiques qui se sont développées à la fois le long des rues, mais également au niveau de certaines places publiques dont les usages premiers ne sont pas le commerce, ne sont pas l'artisanat, encore l'habitat aussi. Une responsabilité partagée entre les collectivités territoriales et les usagers. L'ignorance des textes par les usagers et le laxisme des autorités dans l'application de ces lois ne cessent d'aggraver la situation. En réalité, vous savez, c'est très souvent le comportement des usagers qui est déploré. Mais en amont, étant donné qu'il existe des textes qui encadrent l'installation des usagers, que ce soit le long des rues ou aux abords des marchés et gares, il revient également aux autorités administratives de faire en sorte que ce qui a été prévu par les textes en la matière puisse être respecté. Malheureusement, ce n'est pas ce à quoi on assiste. Pour faire face à ce problème, un retour au texte et un travail d'information et de sensibilisation doit être engagé à tous les niveaux. Cela va de la communication à l'application stricte des sanctions prévues par les textes régissant l'espace public. L'administration a l'obligation de protéger le domaine public. Et pour cela, la loi lui donne un pouvoir de police administrative. Et à travers une certaine réglementation, l'administration, que ce soit au niveau central ou au niveau déconcentré ou décentralisé, peut intervenir pour faire respecter les dispositions légales, pour faire respecter la réglementation et même pour envisager une nouvelle réglementation conforme à la loi, pour faire en sorte que le cadre de vie puisse être un cadre sain et agréable pour les populations. Au niveau des populations, il y a un travail à faire qui consiste à pouvoir aller dans le sens de la sensibilisation et de l'éducation aussi. Parce que souvent, les gens ne savent pas les tenants et aboutissants des textes
qui existent. Il faut expliquer, il faut communiquer. Et il faut aussi la responsabilisation des communautés. Et ça, c'est un travail citoyen qui doit pouvoir se faire, un travail de tous les jours. Le secteur de la construction à présent, où nous allons parler du respect des normes de construction. Pourquoi est-il important de veiller au respect de ces normes? Ce reportage nous donne la réponse. La réalisation de tout projet de construction doit s'aligner à des normes établies dans le but de répondre aux exigences en matière de sécurité des bâtiments et de leur durabilité. Au Niger, la norme ANF, Afrique de l'Ouest, norme de fabrication qui prenait en compte les conditions climatiques locales, les matériaux disponibles et les méthodes de construction traditionnelles, s'est vue remplacée par la norme Eurocode. Cette dernière prend en compte spécifiquement les structures en acier, en béton, en bois, en maçonnerie et la fondation. Néanmoins, l'application de cette norme reste problématique au Niger. Quand on parle de normes, il faut aussi parler de la structure parce que l'ingénieur qui fait sa structure, il y a un certain nombre de normes à respecter dans la construction. Tant que tu ne respectes pas ces normes, tu ne peux pas aller dans la bonne direction de la construction. Que ce soit en matériaux de construction, les matériaux de construction d'abord sont composés des aciers qu'on doit mettre dans les constructions, les agrégats aussi, le ciment qu'on doit mettre, tous sont régis par des normes. À titre d'exemple, le respect des normes pour la fondation d'une structure suit des étapes bien définies. Pour faire une fondation, d'abord, il faut faire un sondage du sol, c'est-à-dire étudier même le sol, les caractéristiques du sol. Et là, il faut aller vers un laboratoire agréé pour l'étude du sol. Maintenant, une fois l'étude du sol est faite, la portance du sol est connue, donc le résultat est transmis à l'ingénieur qui va dimensionner les ouvrages. Voilà, donc en ce moment, l'ingénieur, en fonction de portance du sol, dimensionne et fait ses calculs des ouvrages. Et dans ces calculs, donc, il doit ressortir voilà, les aciers à utiliser, tel diamètre, et les agrégats à utiliser, tel diamètre, le ciment, les caractéristiques du ciment aussi. Aujourd'hui, majoritairement au niveau des particuliers, ces normes semblent être ignorées pour des raisons économiques, ce qui n'est pas sans conséquence sur la qualité des structures et leur durabilité. L'importance du respect des normes, ça te met à l'abri des catastrophes. Surtout qu'actuellement, on a constaté sur le marché de profilation des diamètres de fer qui ne sont pas dans les normes. Quand on vous dit, par exemple, prenez un fer de diamètre 10 pour mettre dans le poteau, l'ingénieur qui a conçu ces calculs en fonction des charges sur ton bâtiment, donc voilà les diamètres qu'il faut utiliser. Et tant que tu n'utilises pas ces diamètres, la charge doit être de trop sur des diamètres inférieurs que tu as utilisés et ça risque d'effondrement du bâtiment. Dans les projets au Niger, si ce n'est pas des projets régis par des règlements, sinon les projets individuels des particuliers, je dis qu'à 80% des gens ne respectent pas les normes. Ils préfèrent aller vers l'aspect économique. Quand on dit économie, déjà utiliser des matériaux qui sont moins chers et qui ne sont pas dans les normes, utiliser les matériaux acceptés qui sont dans les normes de construction. Parfois, donc, on a des conséquences néfastes, des effondrements des immeubles ou bien des fissurations, des coulements d'eau, tous les problèmes possibles. Consulter les spécialistes en construction peut nous permettre d'éviter les conséquences du non-respect des normes de construction. Pour y faire face, des interventions à tous les niveaux sont de mise. Pour améliorer ça, moi je pense qu'il faut qu'il y ait une large sensibilisation de la population. Peut-être nous sommes tous interpellés, et nous et les autorités, il faut que les gens s'engagent à mobiliser parce qu'il y a l'ordre des architectes du Niger, il y a l'ordre des ingénieurs en génie civil du Niger, tous sont concernés pour la sensibilisation du respect des normes de construction. Et qu'il faut que les gens consultent les experts, les spécialistes en matière. Demandez à un architecte de vous concevoir un plan. Prenez votre dossier, allez vers un ingénieur qui va vous faire la structure. Et maintenant, et ce n'est même pas tout. Quand vous faites ce dossier-là, ne donnez pas à un maçon pour exécuter. Demandez aussi le suivi, le respect de ce que l'ingénieur a conçu, ce que l'architecte a conçu. Il faut qu'on suive pas à pas jusqu'à la finition du projet.
Les villes grandissent de tous les côtés et les lotissements constituent, entre autres, une des causes majeures. Ces opérations ont démontré leurs limites selon M. Aoula Mamoudou, architecte consultant. Il nous donne plus d'explications. Le fondement remonte à 1959, une ordonnance qui a régi le lotissement, qui disait que, entre autres, les centres urbains seront lotis au fur et à mesure des possibilités du service topographique relevant du ministère des Finances, sous réserve des textes réglementant l'urbanisme. En 1971, on peut retenir ça comme date repère, puisque l'État a décidé souverainement de transférer une partie de ses responsabilités aux arrondissements et les communes. Et 1997 correspond à peu près la date de la première réforme de l'urbanisme au Niger et qui a replacé l'urbanisme dans son sens véritable, donc d'aménagement urbain, plutôt que d'opération de distribution de parcelles ou fonciers, et qui était le fondement donc, de l'ordonnance en question. Il faut aller jusqu'à 2011, c'est également le début de l'avènement de ce qui fut appelé par la suite le lotissement privé anarchique. Et donc 2011-2014, là également, il y a la persistance et l'ampleur qu'a pris ce phénomène, ce qui a conduit au 31 juillet 2014 sa suspension par le Conseil des ministres et qui ordonnait en même temps l'audit des opérations entièrement octroyées. Très récemment, le chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la République, a pris une ordonnance de suspension donc, des titres de détention coutumière. Parce que ces détentions coutumières, c'est ça, en vertu de ça que les lotissements privés se réalisent, puisque ceux qui ont la terre, c'est essentiellement les propriétaires coutumiers. Le lotissement, en tant que seul mode d'intervention des pouvoirs publics, a véritablement montré toutes ses limites en termes de capacité de répondre aux besoins réels, alors que la production se fait de manière massive, sans lien avec l'accroissement démographique, en fait sans lien avec nécessairement les besoins fonciers. Les gens ont profité d'une disposition de la première réforme où on dit le lotisseur, le propriétaire du terrain, la terre, ou toute autre personne pouvant justifier d'un titre d'habitant à réaliser l'opération. C'est ça que les gens se sont accaparés, mais de l'autre côté, au niveau des estimations publiques, nous n'avons pas pu suffisamment encadrer, en sens qu'on n'a pas soumis les gens à agrément avant d'intervenir. Et ceci a impacté la consommation d'espace. En fait, les champs périphériques qui sont compris, donc il n'y a pas possibilité pour l'agriculture. Aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire, ben, il n'y a pratiquement plus de champs autour de Niamey. Et comme ça se faisait à une importance telle que les pouvoirs publics n'ont pas pu contrôler ça, ça les a dépassés complètement. Et en résumé, c'est qu'aujourd'hui, aucune autorité publique, qu'il soit de l'État ou de la commune, n'est en mesure de vous dire voilà la situation du lotissement. Les solutions sont de deux ou trois ordres. Le communiqué de suspension des attestations de détention, le gouvernement a annoncé une réforme. Il y a la question de tout le passif qui n'est pas fait. Donc il est nécessaire de faire un bilan, vraiment. Un bilan global. Moi, je suggère au pouvoir public tout simplement, comme on a fait pour l'attestation de détention, le chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qu'il prenne une autre ordonnance qui va porter gel provisoire de l'activité de lotissement. Et dans ce sens-là, pour pouvoir aider les pouvoirs publics à mettre en œuvre il faut mettre au moins une structure légère qui va superviser le processus avec donc les représentants de l'administration, les représentants des communes, les représentants des acteurs, puisque quand même on les a autorisés à faire, même si on n'a pas pu correctement contrôler, et aussi des personnes ressources vraiment suffisamment averties sur les questions d'urbanisme et de droit foncier urbain. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette édition du magazine Archiculture. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le révisionner sur nos plateformes via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Prochain rendez-vous dans 2 semaines. À très bientôt.